Je suis pas là pour punir, je suis pas là pour être gentil ou pour être méchant, je suis là pour, en fait, protéger ce collectif. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui met en avant le leadership à travers la vision des femmes. Merci infiniment d'être avec nous, Marie-Serre Madiras. Je suis tellement heureuse que tu aies accepté mon invitation pour ce podcast. Merci bien d'être là. Merci Margot, merci de m'accueillir. Petite présentation très simple. Tu as été directrice générale de Cosfibel Group, et c'est pour ça que je t'envoie un petit message. On a échangé sur LinkedIn. Tu as été très ouverte directement pour participer au podcast. J'en suis très contente. Aujourd'hui, tu te lances dans un nouveau projet entrepreneurial. Peut-être on aura l'occasion d'en parler pendant ce podcast. En tout cas, je suis très contente d'avoir ton retour, parce que je sais que évidemment il y a Cosfibel, mais il y a aussi tout ce que tout le parcours que tu avais eu avant, dans lequel on va échanger. Et justement, j'enchaîne sur la première question. Quelle est ta propre définition du leadership, qui est sûrement un peu différente que d'autres avec le parcours que tu as eu? Bah écoute, c'est un vrai point. C'est vrai que la première chose, quand on a discuté de ça avant et que tu m'as demandé ma définition du leadership, ma première réponse c'était de dire je pense qu'il faut que chacun ait la sienne. Donc là, la question a changé entre temps. C'est quelle est ma propre définition du leadership, et donc évidemment je vais te livrer la mienne, qui est encore une fois très personnelle. Je pense que le rôle du leader, c'est avant tout d'emmener les gens. Et emmener les gens, en fait, il y a plein de manières différentes de le faire. Certains vont le faire par l'accompagnement. Moi, ma vision et ce que j'ai envie d'incarner, c'est plutôt un leadership où on emmène les gens dans une vision, avec de la conviction, avec de la vision et avec du courage. Ce sont vraiment les mots qui me viendraient pour cette définition qui m'est personnelle du leadership. En effet, c'est quelque chose de très personnel de toute façon, et c'est aussi pour ça que je pose cette question à chaque fois, parce que je pense que toute personne a vraiment une définition différente. Ce qui revient, c'est quand même ce point d'accompagner les gens et de ne pas être seul. Très souvent, quand je demande la propre définition du leadership, cette notion de j'accompagne les autres et on peut pas l'idée toute seule, on a besoin d'avoir des gens qui sont avec nous pour pouvoir l'idée, etc., revient quand même très souvent. Dans tes différents postes, est-ce que tu as eu des différences dans ton leadership? Est-ce que tu as vu des grands changements dans ton leadership par rapport à un parcours, par rapport à peut-être un obstacle, une difficulté ou justement une réussite? Alors, je dirais que c'est plus une question évidemment de personne, en fonction de qui tu leads. En fonction des profils que tu leads, tu vas pas avoir le même type de leadership nécessairement, ou tu vas pas être face au même sujet, et face à la posture aussi que tu veux avoir comme leader. Donc ça peut changer. Moi, j'ai eu des expériences quand même très différentes en la matière, puisque quand j'ai créé ma start-up et que j'avais 22 ans et que je connaissais par cœur mon business et que c'était le mien, mais que je n'avais que 22 ans et des gens qui acceptaient de partir dans cette aventure un peu faux-folle, bah, c'était nécessairement pas le même leadership que le jour où on a vendu la société, où on passait en dimension scale-up, où là, il y avait des très grosses ambitions de croissance, mais beaucoup plus structurées. Pour ensuite débarquer chez L'Oréal, où la manière de leader des équipes ne peut pas être la même que dans une start-up. On n'a pas déjà, en tant que leader, on n'a pas les mêmes marges de manœuvre. On peut pas être totalement libre de définir le salaire de quelqu'un comme on le souhaite, parce qu'il y a des grilles, parce qu'on doit rentrer dans un cadre. Mais en revanche, il y a d'autres avantages. On peut offrir des formations, on peut offrir de l'accompagnement qu'on peut moins faire peut-être dans une start-up. Et finir chez Cosfibel, qu'on mentionnait tout à l'heure, dans une PME familiale, qui avait une vingtaine d'années, dans un univers à la fois créatif mais quand même industriel, où là, les personnes n'attendent pas de la même chose du CEO, de la direction générale et du leader que dans une start-up. Donc à chaque fois, ça demande un véritable ajustement, et à chaque fois, ça a son propre lot d'opportunités et de contraintes. Donc finalement, dans le leadership, il y a aussi une notion d'adaptabilité. S'adapter aux gens, s'adapter au secteur, s'adapter à la maturité de l'entreprise. Tout à fait, et je dois dire que j'ai pas la réponse sur à quel point cette adaptabilité est prépondérante. Évidemment qu'il faut s'adapter, puisque c'est une interaction avec d'autres, et donc pour danser le tango, il faut être deux, et c'est pareil pour l'idée des gens, on lead pas tout seul. En revanche, est-ce que il faut faire
avant tout de l'adaptation ou est-ce qu'avant tout, il faut avoir une vision, une direction et Mmh. réussir à y emmener les gens pour qu'ils rentrent dans cette vision? Et ça, je dois dire, je pense que c'est un mélange des 2. La question, est-ce que c'est du 50-50 ou est-ce que c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre? Et ça, franchement, je pense que ça dépend des circonstances et c'est dur de donner une réponse, Ouais, global, quoi. On peut pas, c'est trop contextuel, c'est trop conditionné à, et encore une fois, à la méthode de chacun. Je pense qu'on est un bon leader, on est un bon salarié, on est un bon tout quand on est dans la bonne posture et qu'on est aligné avec soi-même. C'est-à-dire mmh. qu'avec son caractère, si on a un type naturel de leadership et qui fonctionne bien, je pense que ça sert à rien d'essayer de trop se changer. Il faut savoir jouer dans là où on est bon. Justement, ça me permet de rebondir sur la deuxième question. J'imagine que quand on joue là où on est bon, on va vers, davantage d'ambition puisque, très souvent l'ambition est reliée à ce qu'on a envie d'avoir. Mais justement, quelle est ta propre approche, autour de l'ambition, toi? Alors moi, je me définirais comme quelqu'un de très ambitieuse Mmh. et donc j'y mets évidemment beaucoup de bienveillance dans ce mot parce que sinon voilà, je l'utilise pas, du tout à mal. Pour moi, l'ambition, c'est juste de donner le meilleur de moi-même. C'est-à-dire, je me fixer des objectifs qui me semblent réalisables. Je me fixe pas des objectifs que je sais ne jamais pouvoir atteindre. Mais en revanche, j'essaie de viser le plus haut dans ce que je pense pouvoir atteindre. Et ça, c'est mon cap. Je suis pas certaine d'y arriver, mais je vais le garder en cap et c'est ça mon ambition. Je trouve qu'on n'est jamais aussi fier que quand on se dépasse et qu'on fait le petit extra mile en se disant: «Oh, je pensais pas vraiment être capable de le faire». Bon, je pensais quand même un peu, sinon je me serais pas lancée, mais je pensais pas pour autant y arriver. Ah, c'est fait et je trouve que ça, c'est la plus belle chose dans l'ambition, c'est d'être capable de, parfois, pas toujours, atteindre cet objectif. Et quand tu as dit, j'utilise ce mot avec bienveillance, et cetera. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui pourrait être le côté négatif de ce mot-là? Quand tu dis: «Je me perçois comme quelqu'un de très ambitieuse». Bah, je trouve que malheureusement le mot ambition a été un peu galvaudé, donc quand on dit qu'une femme ou un homme: «Tiens, qu'est-ce qu'elle est ambitieuse», c'est rarement très positif. Mmh. Moi, je l'utilise vraiment de manière positive. Pour moi, c'est génial et je ne cache absolument pas que je suis ambitieuse. Parce qu'encore une fois, mon ambition, c'est de donner le meilleur de moi-même, c'est pas de marcher sur les autres pour y arriver. Et malheureusement, je trouve que souvent, quand on dit de quelqu'un qu'il est «Ah, il est ambitieux», on entend parfois en trame de fond que peut-être que cette personne pourrait faire des choses mauvaises pour réussir. Là, ce n'est vraiment pas le cas. Ma définition de l'ambition, c'est de se dépasser soi-même, c'est pas de dépasser les autres. Et est-ce que tu as eu les mêmes ambitions justement, dans tes différents postes, que ce soit, dans ta start-up aux différents moments et ensuite, dans les autres boîtes? Est-ce que ton ambition, elle a changé, elle a évolué? Ou est-ce que du coup, la notion de donner le meilleur de toi-même, c'est toujours la même chose? Ou elle a été challengée justement en changeant, peut-être en changeant de posture ou simplement en changeant de secteur? Alors c'est franchement, c'est la même, c'est vraiment toujours donner le Mmh. meilleur de moi-même, mais moi-même a changé à travers le temps. C'est-à-dire que, bah, quand j'avais 22 ans et que j'ai créé mon entreprise, déjà d'une part, j'avais pas une vision aussi claire de ce que j'avais envie de faire d'un point de vue entrepreneurial. Donc donner le meilleur de moi-même, c'était de ne pas couler et même de réussir cette entreprise. Mais j'avais même pas pensé à la céder un jour. Donc c'était le donner le meilleur de moi-même, c'était réussir à développer ce business. Puis une fois qu'on a vendu, ça a été réussir à le développer aussi bien que nos actionnaires le souhaitaient. Et en revanche, chez Cosfibel, une des missions, c'était vraiment d'accélérer notre business et nos résultats. C'était beaucoup plus clair, la vision était beaucoup plus simple et me semblait en tout cas beaucoup plus simple. Et donc donner le meilleur de moi-même avait une autre nuance, mais ça restait toujours la même chose. C'était comment je fais pour arriver à l'objectif que je me suis fixé. Et ça a jamais changé. Donc dans donner le meilleur de toi-même, finalement derrière, il y a aussi cette notion d'objectif? Tout à fait et c'est là où l'objectif, lui, peut changer. Je pense qu'on n'a pas les mêmes objectifs de vie et de réussite quand on a 25 ans que quand on en a 35 et encore plus tard donc mais en revanche, il y a un fil rouge, c'est que l'ambition et donner le meilleur de soi-même, c'est une course contre soi-même, avec soi-même. Ça dépend, c'est un mélange du contre et du avec. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas une course contre les autres. Certains peuvent le voir comme ça en disant: «Il faut à tout prix que je sois le meilleur. Il faut à tout prix que je prenne le poste et que tous les autres ne l'aient pas». Moi, j'ai jamais voulu regarder ce que faisaient les concurrents ou ce que faisaient les autres en me disant: «En fait, je suis ravi quand les autres réussissent». En général, si on est dans une bonne dynamique, la réussite des autres ne peut que porter ma réussite aussi. Et justement, donner le meilleur de toi-même, si on le relie avec ce que tu me disais tout à l'heure sur le leadership, autour de, c'est quelque chose qu'on fait ensemble et c'est, amener les gens à avoir une vision. Est-ce qu'il y a un lien particulier? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même pour
plus facilement amener les autres à ta vision et ou à la vision de l'entreprise et à vos objectifs, ou est-ce que du coup pour toi c'est vraiment deux choses qui sont différentes? Alors pour moi, les 2 sont extrêmement reliés. Donner le meilleur de moi-même, je le fais quand j'essaye justement de leader les équipes parce que je peux pas m'en empêcher. En fait, je me suis fixé l'objectif et puis c'est propre à mon métier, donc je vais essayer de faire au mieux. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité, hein, je fais pas toujours au mieux, mais je vais tout faire pour essayer de le faire au mieux et de convaincre et d'emmener les gens là où j'ai envie de les emmener. Mais encore plus, je trouve que une des manières de leader, c'est quand même, et c'est une grande forme de respect, je trouve, pour les équipes, c'est aussi d'avoir cette même exigence vis-à-vis d'eux. D'être ambitieux pour eux. Alors ça veut pas dire qu'on va copier-coller ses propres ambitions sur les autres parce que, encore une fois, ses propres ambitions, avec ma définition, c'est de donner le meilleur de soi-même, et le meilleur de moi-même, c'est pas le meilleur de celui d'à côté. On n'a pas les mêmes envies, ni peut-être les mêmes ambitions, ni peut-être les mêmes capacités, à la hausse ou à la baisse. Et donc, en fonction de ça, mon but, c'est juste de comprendre quel est le meilleur de lui-même que peut donner l'autre et essayer de l'attendre à ce niveau-là et de le pousser. Et certains diront, bah, c'est dur, c'est exigeant. Pour moi, cette exigence, c'est une forme de respect. Ça veut dire que je pense que tu es capable et j'y crois tellement que c'est là que je te pousse à aller. Comment est-ce que tu l'infuses dans ton quotidien avec tes équipes, etc., cette exigence-là de manière concrète? Ouais, je pense qu'ils le ressentent assez naturellement, sans que j'ai besoin de la formaliser. Ok. Je pense qu'une des premières choses, c'est d'essayer de donner l'exemple. Ok. Je pense que c'est très dur d'avoir des exigences vis-à-vis des gens quand on l'est pas vis-à-vis de soi-même. Donc je pense que naturellement, quand ils me voient travailler et agir comme je le fais avec moi-même, ça les pousse à le faire. Et ensuite, c'est simple, c'est quand on lead des gens, et là, on rentre plus dans du management que du leadership, et il y a une petite nuance entre Mhm. les deux. Mhm. C'est quand même fixer des objectifs. Et ben, ces objectifs, en fonction de ce que je pense que la personne peut donner, je vais les mettre plus ou moins haut. Et je vais essayer de la guider pour l'aider. Et parfois, on sait qu'il y a du travail à faire. Parfois, on sait que la personne n'est pas encore au niveau, mais qu'elle peut y arriver. Donc, on essaie de mettre une sorte de plan d'action en place pour qu'elle soit capable d'atteindre le niveau qui est celui qu'elle est capable d'avoir. Pour les personnes qui connaîtraient pas la différence entre le management et le leadership, est-ce que tu veux partager justement ton point de vue là-dessus et la différence que tu fais? Pour moi, le leadership, c'est vraiment, encore une fois, le fait d'emmener les gens. Donc, c'est vraiment un effet de traction qui passe par de la conviction, qui passe par de la vision, qui passe par quand même beaucoup d'émotions. Mhm. On a envie de te suivre. Ça, c'est le leadership. Et le management, c'est maintenant comment on fait, quel est le plan d'action pour qu'on y arrive. Alors, parfois, certains leaders sont des très mauvais managers, parfois, certains managers sont très mauvais leaders, et parfois, exceptionnellement, certains sont très bons dans l'un et l'un dans l'autre. Le super-héros, il n'existe pas, hein, même dans les managers. Je trouve qu'on a tendance à oublier que le manager n'est pas un super-héros et que c'est une personne normale avec ses défauts. Donc, c'est C'est dur vrai. d'être parfait dans les deux catégories. Mais le manager, lui, va mettre en place le plan d'action qui va permettre d'arriver à réussir, à mettre en place la vision donnée par le leader. Mm. Et donc, ça va être, OK, quels sont les objectifs, quelles sont les manières d'y arriver, et le plan d'action et les activations qu'on va mettre en place pour réussir cette stratégie. Quelle a été, toi, j'imagine que tu as déjà eu des postes de management pur. Quelle a été la plus grande, j'ai envie de dire, difficulté ou obstacle dans ces postes-là avec tes équipes? Je trouve, chaque fois, c'est une nouvelle aventure. À chaque fois, il y a des choses qui sont relativement simples et il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Il n'y a pas de situation de management facile parce que dans le management, c'est que de la gestion de l'humain. Donc, c'est de l'adaptation permanente entre toi, manager, la vision justement du leader qui peut être ta vision, mais qui peut être la vision insufflée par l'entreprise ou par le directeur général de l'entreprise, et puis tes équipes. Et tu es constamment en tampon entre les deux, à essayer d'infuser et de passer la vision du leader vers tes équipes sous forme de guidance, on va dire, d'objectifs et de plans d'action. Et en même temps, tes équipes, elles te remontent parfois qu'elles ne sont pas d'accord avec la vision, que parfois ça ne leur convient pas, que parfois c'est... Mm. Et toi, tu es constamment prise en étau. Mhm. Et ça te met dans des situations difficiles. Mais ça fait partie du job, puisque c'est par définition le job d'un manager. En revanche, là où ça peut se compliquer encore plus, c'est quand tes équipes, quand tu as été catapulté et que tes équipes ne t'ont pas choisi. Et c'est rare, en fait, qu'ils te choisissent. Soit c'est ton entreprise, et dans ce cas-là, les équipes qui ont rejoint l'entreprise l'ont fait quand même certainement pour toi. Soit tu les as recrutées toi-même, et donc si elles rejoignent ton équipe, c'est qu'a priori, elles t'ont choisi aussi. Donc quand c'est un choix mutuel, tout le monde est content, et en général, ça simplifie les choses. Mm.
quand tu arrives comme nouveau directeur général ou que tu as été nommé dans un nouveau poste de management, mais que tes équipes, elles avaient soit envie elles-mêmes du poste, soit que tu es très différente de leur ancien manager qu'elles adoraient. Bah, nécessairement, il y a un a priori dans les deux sens d'ailleurs. Toi, en tant que manager, tu dois effacer tes a priori et te dire, je vais manager avec des profils que je n'aurais peut-être pas choisis, mais je dois justement en tirer le meilleur et essayer de créer une nouvelle dynamique qui me ressemble en tant que manager, mais qui aussi prend en compte les spécificités de cette équipe. Et puis pour ton équipe, il faut aussi qu'elle fasse le deuil de son ancien manager qu'elle aimait et qu'elle accepte en fait que tu sois différent. Et ça, parfois, ça peut mettre du temps et c'est parfois pas évident, surtout quand la vision, quand le l'étau entre la vision et les équipes est particulièrement tendu à un moment donné parce que on prend trop aux équipes et qu'elles sont déjà de nature à ce moment-là pas très satisfaites. Et dans ton parcours à toi, est-ce que tu as un exemple dans lequel ça a été challengeant pour toi? Bah, franchement, j'ai envie de dire, quasi à chaque situation de management, tu as ce type de problématique. Alors, encore une fois, le plus simple, c'était certainement quand c'était ma start-up puis ma scale-up, puisque j'ai recruté, où j'ai participé au recrutement de chaque personne qui était dans la société. Ça a été hyper important pour moi dans tous les entretiens. Et c'était faisable parce qu'on est monté à 60 personnes. Et donc, à cette échelle, tu peux vraiment voir chacune des personnes et continuer à créer la culture qui te ressemble et que tu as envie d'avoir dans l'entreprise. Chez L'Oréal, je suis arrivée en remplacement d'un poste de quelqu'un qui était très différent de moi, pas du tout la même manière de leader et de manager, très différente, sans aucun jugement encore une fois de valeur, mais juste différente. Et les équipes premières étaient tellement surprises et ils disaient mais oui mais tu vois ton prédécesseur il faisait comme ci ou il faisait comme ça. Et je disais mais oui mais je ne suis pas mon prédécesseur. Ça serait terrible je trouve d'ailleurs en tant que manager dès qu'on a un salarié qui fait quelque chose de dire tu sais la personne qui était avant toi au poste elle aurait fait comme ci ou elle aurait fait comme ça, c'est pas agréable. Donc essayer aux gens qu'en fait on n'est pas des clones les uns des autres et que peut-être qu'ils comprennent pas la raison pour laquelle j'ai été recrutée. Je suis arrivée dans ce job extrêmement jeune en n'ayant pas particulièrement les skills techniques pour le prendre. Mais si j'avais été recrutée, c'est certainement qu'il y avait une autre raison et qu'il fallait qu'ils me laissent un tout petit peu de temps pour la comprendre. Mmh. C'est beaucoup de discussion et de transparence. Après, je trouve il faut à un moment expliquer aussi aux gens que tu es là pour une feuille de route, que la feuille de route, elle n'a pas été fixée par eux, elle a été fixée justement par le leadership, dans le cas présent, la direction générale du groupe, et Mmh. que toi, tu es là pour la mettre en place le mieux possible avec eux, mais qu'à un moment, tu es pas là pour te justifier d'exister. Et souvent pour couper court à ce genre de discussions qui sont pas arrivées beaucoup, mais ça arrive à chaque prise de poste, je pense qu'on a tous vécu ça, d'avoir quelqu'un qui dit: «Pourquoi toi et pourquoi pas moi?» Et souvent ce que je dis c'est j'entends ton point et je te remercie de me le dire, je trouve ça sympa en plus que les gens se le permettent, je trouve que c'est, de se sentir capable et moi je le prends vraiment comme un compliment, c'est-à-dire que les gens, se sentent la liberté de le faire. Mais en fait, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est plutôt à la personne qui m'a recruté. Mmh. Si tu penses que c'est un mauvais choix, si tu penses que tu le méritais plus que moi, je l'entends, merci de me le dire, mais c'est pas moi qu'il faut s'en plaindre, c'est en fait à la personne qui m'a recruté, qui m'a placé là. Parce que moi, je vais pas démissionner parce que tu me demandes, parce que tu me dis que c'est mieux fait d'avoir le job. Donc voilà, c'est vrai. Finalement, cette situation, je pense qu'on l'a tous rencontrée. La caricature un peu, hein. C'est pas aussi douloureux que je la caricature un peu, mais Oui. je sens que certaines personnes peuvent ressentir ça, parfois s'ouvrent en le disant. Et ça fait partie, on va dire, de n'importe quelle prise de poste, quel que soit le niveau dans la hiérarchie, je pense, d'avoir le challenge de se dire comment je peux justifier moi d'être la bonne personne par rapport à certains de mes collègues et qui sont devenus maintenant mes N-1, qui sont tout aussi bons ou parfois avec plus d'expertise technique que moi et comment je leur explique qu'en fait, je suis là, mais peut-être pour une autre raison. Et parfois, la réalité, c'est qu'on sait même pas vraiment soi-même pourquoi on a été recruté plutôt soi que l'autre. Dans ce que tu me partages, j'entends qu'il y a un point aussi sur les a priori, de se dire bah, j'aurais dû avoir le poste. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu peux faire avant, enfin pas toi, mais je veux dire dans le leadership, qui peut être fait avant pour prévenir en fait ce genre de choses? Oui, et ça, je l'ai vécu de manière assez exceptionnelle chez Cosfibel. Chez Cosfibel, l'histoire est assez surprenante. Donc, j'étais chez L'Oréal et je faisais du digital. Et dans toute ma vie, je n'avais fait que du digital, de l'e-commerce. Alors, quand je dis que, j'avais été entrepreneur, donc en entrepreneur, on fait tout. Mais c'était dans cet univers-là. Je faisais des campagnes de marketing digital, mais je faisais du commercial dans un univers digital. Mais mon univers était celui-ci.
Et j'ai pris un avion. Et dans cet avion, je me suis retrouvée à côté du fondateur d'une PME avec qui j'ai sympathisé. Il se trouve que j'ai une grande passion pour moi, c'est le boulot. Donc, dès qu'il s'agit de parler de boulot, moi, je suis ravie. Donc, on aussi, c'est un peu bizarre dit comme ça, je vous rassure, j'ai d'autres passions. Mais on a vraiment sympathisé parce qu'on adore bosser, on adore développer des business. Et on a échangé nos cartes de visite. Et 2 ou 3 ans après cette rencontre, il m'a proposé de lui succéder à la tête de sa PME. C'était dingue puisque sa PME était dans le domaine du packaging. C'est un domaine beaucoup plus industriel. Je n'avais jamais touché du doigt un sujet comme celui-ci. C'est un sujet produit, c'est un sujet création. C'est très différent de ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Et en plus, c'était dans une PME quand même de taille significative puisqu'un peu supérieure à 80 millions de chiffre d'affaires. C'est pas du tout le même jeu que de diriger une start-up dans le digital. C'est pas du tout le même jeu que d'être dans un job corporate chez L'Oréal. Donc c'était un énorme pari. Et quand il m'a proposé le job, justement, même moi, je me suis dit, mais pourquoi je comprends pas pourquoi il me choisit alors qu'il doit avoir plein de gens en interne qui sont très bien. Et c'était le cas. En plus, il y avait vraiment plein de gens fantastiques en interne. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été extrêmement clair avec ses équipes en disant que ce choix était fait, qu'il était convaincu lui-même. Il n'a pas laissé la part au doute. Il a toujours dit, Marie, elle vient pas en période d'essai, là. Elle vient parce que c'est elle qui sera mon successeur. Et cette clarté dans sa vision, dans la manière dont il l'a partagée, en fait, a beaucoup aidé à ma prise de poste, puisque les gens ont compris que ça servait à rien de mener bataille. Et du coup, c'était quoi ce petit truc en plus que tu avais? Alors, avec du recul, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce que longtemps, je me suis dit, c'est dingue, je connais pas le produit, je connais pas les manières de travailler, je connais pas les process. Enfin, on travaillait beaucoup en Chine. J'avais beaucoup travaillé en Chine avec le digital, mais entre des usines en Chine Oui. et le monde de la tech en Chine, ça n'a déjà rien à voir. C'est même pas la même population, ce sont pas les mêmes zones géographiques. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le petit truc qu'il était venu chercher. Et je pense que ce dont il avait besoin, c'était finalement toujours le même sujet, c'était de la transformation. Il avait besoin de continuer à transformer son industrie. Il avait commencé lui-même, et c'est une personne, Alain Chevassu, qui est extrêmement visionnaire, qui avait 75 ans au moment où il m'a recruté. Donc, recruter une jeune femme de 30 ans pour succéder dans un métier qu'elle connaît pas, je trouve que c'est extrêmement courageux et original de la part d'un homme de 75 ans. Et visionnaire, comme tu disais. Qui lui avait fait en plus ce métier-là depuis ses 30 ans, donc qui était un vrai expert de son métier. Et lui, ce qu'il s'est dit, c'est on a besoin de transformateurs d'industrie. Il l'a été lui-même en connaissant parfaitement cette industrie du packaging, et il a certainement senti en moi l'énergie et la vision pour transformer, et en se disant, si elle a réussi à transformer via le digital d'autres business models, elle le peut aussi, pas par le digital, mais transformer la manière dont les gens travaillent. Et dans une PME, ce coup d'accélérateur qui vient par la transformation peut changer la donne. Donc, on a extrêmement bien développé le business dans toute la période où je lui ai succédé. Et la deuxième chose qu'il voulait, c'était certainement moderniser l'image de l'entreprise. Et là, je dois dire, c'est naturellement une femme de 30 ans qui arrive à la direction générale d'une société comme celle-ci, va apporter, sans refaire quoi que ce soit, un vent de nouveauté et de modernité à la société par rapport à un monde qui est plutôt masculin et qui est plutôt un monde d'experts de ce secteur. Il y avait une partie stratégique un peu dans ton profil, du coup. Et bien sûr, et après une partie quand même, il y avait une partie com, et puis il y avait une partie commerciale. Je pense que ce que j'ai apporté aussi, et que je n'avais pas compris autant que ça à l'époque, c'est qu'en fait, venant de chez le client, puisque je sortais de chez L'Oréal, et L'Oréal était un des clients, je comprenais parfaitement ce qu'attendaient les clients. Et pourtant, je n'avais jamais travaillé sur des projets packaging du côté client, ni même assimilé. Mais j'avais compris leur sémantique, leur manière de s'exprimer, leur manière d'avancer, d'évoluer dans l'organisation. Et cette compréhension extrêmement fine des enjeux pour mes interlocuteurs m'a certainement permis d'avoir une posture très différente de la plupart de mes pairs. Et ça, je l'ai compris petit à petit, mais comme lui, en tout cas, a été très clair vis-à-vis des équipes en disant, j'ai recruté cette personne, elle est différente, mais justement, c'est pour sa différence que je l'ai choisie, fait qu'ensuite, les gens ont compris que s'ils n'étaient pas contents, ils n'avaient qu'une solution, c'était de partir.
Et que s'ils étaient contents, il fallait qu'ils embrassent le changement. Et là où je suis contente, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont embrassé ce changement. Et je pense que, évidemment, que ça a dû être dur pour eux au départ parce que c'était très différent. Une jeune femme de 30 ans qui arrivait avec une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle manière de leader des équipes versus un homme qui connaissait parfaitement son métier et qui avait 75 ans. Euh, il y avait des plus, il y avait des moins, et certains ont adoré, certains se sont dit les deux c'est top et c'est très différent et donc c'est bien de voir les deux, et puis certains n'ont pas aimé, mais au moins c'était clair que on n'était pas là pour négocier de savoir si j'étais la bonne personne ou pas. Et donc il y a un côté dans ce que tu partages, c'est ok de pas plaire à tout le monde en fait. Et pour moi, ça résonne beaucoup avec la notion de transformation. Le changement ne plaira pas à tout le monde, ça c'est certain. Alors ça, c'est sûr que le changement ne plaît pas à tout le monde. Et là, c'est dur à comprendre pour quelqu'un comme moi, parce que moi, j'ai un côté où j'adore le changement. Pas nécessairement, je peux comprendre qu'il soit dur, mais à chaque fois, je vois comme une opportunité en me disant, bah, c'est bien, on va découvrir un truc nouveau, ça peut être dur. Peut-être que ça sera moins bien, mais on va apprendre en route. Et puis, on va certainement devenir une meilleure version de soi-même en apprenant en route. Donc, mais beaucoup de gens ont des peurs. Je suis pas quelqu'un de peureux, donc j'ai du mal à avoir de l'empathie pour ça. Autant je l'entends, mais je vais pas nécessairement réussir à le comprendre et à le vivre à l'intérieur de moi-même. Mais en tout cas, à force de l'avoir vu, ça m'a permis de comprendre que des gens étaient sensibles à ça. Donc, évidemment que les gens ont peur de ce changement. Les gens, parfois, n'aiment pas certaines manières de manager. J'ai un exemple en tête, justement, d'une personne qui n'avait pas aimé cette transition. Parce qu'elle aimait qu'on lui dise vraiment quoi faire. Elle aimait quand ils disent, voilà, c'est ça ce que tu dois faire, tu vas le faire de cette manière-ci, et tu vas même peut-être me faire relire l'email que tu vas envoyer de telle manière. Ah, ça résonne beaucoup avec ce que tu disais tout à l'heure sur qui est-ce que tu recrutes en fait. Ceux que tu recrutes, tu vas les recruter en sachant ce qui match le mieux avec toi et ce qui va être le plus entre guillemets optimisé avec la manière dont tu fonctionnes. Là où quand tu es avec des personnes que tu n'as pas recrutées, il faut d'abord comprendre ce dont ils ont besoin et parfois ça matchera pas. Et puis c'est une question de match de couple, en fait, c'est un peu comme un couple. Et c'est pas que la faute du salarié ou que la faute du manager. C'est vraiment moi, par exemple, en tant que manager, j'aime avoir des gens qui ont de l'autonomie en dessous de moi. Je suis présente, j'essaye de les aider, mais si je peux déléguer la responsabilité autant que faire se peut à des gens qui sont compétents, j'en suis absolument ravie. Et souvent, dans la résolution des sujets, j'estime que la meilleure personne pour résoudre le sujet est la personne en dessous de moi qui est encore plus proche du terrain et qui a une meilleure connaissance que moi des sujets concrets et opérationnels. Dans le sujet, par exemple, du packaging chez Cosfibel, la réalité, c'est comme tu l'as compris, j'arrivais dans un univers que je ne connaissais pas. Donc, pour être capable de prendre certaines décisions compliquées, je n'avais pas la technicité et je n'avais pas le savoir-faire produit nécessaire pour prendre une décision en connaissance de cause. Ce qui me poussait à déléguer d'autant plus. Mais certaines personnes, elles, en revanche, avaient vraiment besoin d'avoir mon blanc-seing et que je leur dise oui, et c'est moi qui décide pour toi et je vais te dire même comment tu vas le faire. La réalité, c'est qu'en fait, j'étais même pas en mesure de le faire. Je ne pouvais pas, en termes de compétences, le faire. Et donc ça, évidemment, que ça les surprenait. Et certains n'avaient pas envie, eux, de prendre la responsabilité et de choisir eux-mêmes. Ils voulaient vraiment que je prenne la décision à leur place, que j'étais dans l'incapacité de faire. Et alors, il y en a eu peu des cas comme ça. J'en ai un particulièrement en tête. Et ça, c'est dur de créer le pont parce qu'en fait, juste, on n'est peut-être pas compatible dans les circonstances actuelles, qui sont les circonstances d'un business que je ne connais pas encore, mais où j'ai besoin d'aller vite et de transformer rapidement. Et j'ai besoin de personnes qui ont l'autonomie quand cette personne-là avait plutôt envie d'un management qui allait l'accompagner, qui allait la guider et qui allait faire en sorte de lui dire en fait ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait dire au client à tel ou tel moment. Et ça, est-ce que le meilleur moyen pour toi de changer cette situation compliquée en quelque chose qui fonctionnerait, c'est de toi t'adapter à cette personne-là, de faire comprendre à cette personne qu'il y a intérêt à ce qu'elle puisse changer la manière dont elle fonctionne, ou bah, c'est naturel donc on peut pas le changer. C'est quoi le changement que tu as créé à ce moment-là pour que la situation se passe mieux, ou bien peut-être qu'elle est en effet partie ou Je pense que ça dépend vraiment des circonstances. Il y a pas de règle. Dans certains cas, on est très pressé et il faut symboliquement amorcer le changement. Et donc, dans certains cas, la meilleure recommandation dans ce genre de moment, ça serait de se dire, allez, il faut que cette personne parte le plus vite possible. Et donc, si cette personne ne part pas d'elle-même, il faut que la société et que moi, en tant que manager, je prenne cette décision. Dans certains cas, ça peut être ça la bonne réponse. Dans d'autres, c'est au contraire, cette personne a tellement de qualités et a tellement d'autres avantages qu'en fait, peut-être qu'il faut que ce soit moi en tant que manager qui accepte l'autre tel qu'il est et en me disant en fait je vais me concentrer sur ses qualités et essayer de passer outre ce sujet.
Et puis dans d'autres cas, c'est entre les 2, c'est de se dire: «On essaye de trouver des compromis, j'essaye de te demander de sortir un tout petit peu de ce que tu fais habituellement et toi, tu essayes de comprendre que je t'attends un tout petit peu là où tu aimes moins être», et on essaie de faire ce compromis et dans notre cas, c'est ce qu'on avait essayé de faire et malheureusement, ça fonctionne pas toujours parce que fondamentalement, c'est dur de se changer quand on est profondément en attente de quelque chose. Il est rare qu'on change totalement d'avis et qu'on devienne une autre personne en cours de route. Mais je pense qu'il y a pas de bonne réponse, ça dépend tellement des circonstances et c'est sûr qu'en revanche, j'aime bien quand même prendre les gens comme un tout. C'est-à-dire parfois, ça veut pas dire que la personne est bonne ou pas bonne, c'est-à-dire que à l'endroit et dans le contexte où nous sommes, cette personne peut être la bonne ou la mauvaise personne dans un poste. Le mieux, ça serait dans ce cas-là de pouvoir réussir à la passer dans un autre poste qui, en plus, a son champ de compétences parce qu'il s'agit d'un match entre un manager, une personne, un champ de compétences et un contexte. Donc, ça fait beaucoup de paramètres. Oui, et on en revient sur, c'est de l'humain en fait, hein, c'est que de l'humain donc il y a une notion de match, humain pur, derrière tout ça. Si on revient sur la notion de transformation de l'entreprise, si, quelqu'un qui nous écoute, est à la tête d'une entreprise qui rentre dans une forte, dans un fort moment de transformation, quels seraient peut-être les 2-3 conseils que tu aimerais lui partager, grâce à ton expérience du coup? C'est une bonne question. Il y en a tellement, il y a tellement de choses à faire évoluer. C'est franchement, c'est dur de trouver des règles. Je pense qu'un des points, tu l'as déjà soulevé, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde et qu'il y a un moment, si on doit transformer, il y aura du changement. Quand il y a du changement, pour reprendre notre ami Schumpeter, il y a de la destruction dite créatrice, et c'est toujours le cas. Et cette destruction, elle peut être une émulation positive et malheureusement, certains peuvent ne pas y adhérer, certains peuvent être lésés. Et quand il s'agit de transformer, il est un peu naïf de croire que on va aller vers le, c'est un peu bisounours de penser que on va dans le meilleur des mondes et que tout va être beaucoup mieux. Il y aura nécessairement des gagnants et des perdants et peut-être que tout va se remettre à la juste mesure dès que le changement aura eu lieu, mais ce changement, il est rarement parfaitement, personne n'en sort parfaitement indemne, à mon avis. Il faut s'apprêter à se dire, ok, il y a des gens qui ne vont pas être contents. Est-ce que ça vaut la peine de faire le changement à ce prix-là? C'est la première question qu'il faut se poser. Et quels sont les critères là? De se dire est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que tu regardes? Alors, je trouve qu'en tant que leader, et là je reprends une casquette de leader et pas de manager, et c'est dur de faire comprendre ça, je trouve, aux équipes, mais c'est quelque chose qu'ils m'auront tous entendu souvent dire, c'est qu'en tant que leader, on est là pour penser au collectif et pas à l'individu. En soi, tout le monde dans les équipes mérite une augmentation. Tout le monde, tous ceux qui sont sympas, qui bossent bien, qui font leur travail, en soi, ils méritent tous de gagner mieux leur vie. En revanche, est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour l'entreprise pour lui permettre de rester compétitif, de gagner des parts de marché, de continuer à se développer? Parfois, la réponse est non. Et en tant que leader, la seule chose que je dois protéger, c'est la raison sociale de l'entreprise. La raison sociale de l'entreprise que je mets dans la raison sociale de l'entreprise, c'est l'entreprise en elle-même et les gens qu'elle porte. Les gens au sens du collectif, pas des individualités. Et donc, je pense que la manière de savoir si cette transformation elle est bonne, c'est est-ce que cette transformation est nécessaire pour la raison sociale de l'entreprise, c'est-à-dire pour la société comme un collectif. Et si oui, quel est le prix collectif à payer? Et là, quand même, regarder le prix individuel. Si le prix collectif et individuel est trop important par rapport aux bénéfices, je pense qu'il y a certaines transformations qu'il faut éviter. Si en revanche cette transformation, l'absence de cette transformation met en danger le collectif, bah, je préfère malheureusement sacrifier quelques individualités pour le collectif. Et j'entends trop souvent des gens qui veulent, voilà, c'est pas bien, on peut pas se séparer de gens. Mais en fait, si c'est pour à la fin devoir fermer la porte et mettre tout le monde sur le carreau, je trouve qu'on a une véritable responsabilité en tant que leader qui est de dire, moi, mon but, c'est de faire le mieux pour le collectif, évidemment en protégeant au maximum les individualités. Mais ma véritable raison d'être et mon véritable guide, c'est le collectif de tous ces gens qui travaillent ensemble. Donc j'entends qu'il y a une partie prévision. Je prévois l'impact de cette transformation et donc selon ce que je vois dans ma prévision, qui est peut-être pas la réalité, hein, parce que c'est une prévision, mais en tout cas ce que j'essaye de faire au plus proche de la réalité, par rapport à ça, je prends ma décision derrière de changement ou pas. Oui, je trouve le leader, c'est celui qui regarde l'avant, c'est celui qui a justement cette vision. Si on voit un véritable changement de marché arriver, et quand même depuis, alors depuis toujours, mais en particulier depuis quand même quelques années et peut-être quelques décennies, les changements se sont quand même
énormément accéléré. Il y a un nouveau changement, il y a une nouvelle crise perpétuelle, c'est ce qu'on appelle le contexte de permacrise, ça vient de partout. Il faut constamment, en tant que leader, s'interroger, s'enrichir de ce qu'on ressent de l'extérieur pour se dire, attends, il est en train de se passer un truc, on n'en voit pas encore les conséquences dans le business du quotidien, c'est-à-dire ça n'a pas encore d'impact sur mon chiffre d'affaires ni sur ma rentabilité. Néanmoins, si je loupe mon virage, et le virage, c'est pas celui qui arrive droit devant, c'est celui d'après, mais si je loupe ce virage, je vais aller dans le ravin. Et donc, dès aujourd'hui, il faut que je reprenne la bonne trajectoire pour surtout pas aller dans le ravin. Et ça, c'est constamment ce que doit faire le dirigeant. Et encore une fois, plutôt le leader que le manager. Et une fois qu'il a déterminé où était le ravin et quelle était la bonne trajectoire pour éviter le ravin, et ça, c'est un pari, c'est une prévision, mais c'est surtout une vision. J'ai envie de dire, c'est pas une question de chiffres dans un business plan, c'est surtout une question de se dire quels sont les changements fondamentaux qui sont en train de faire évoluer mon business. Une fois qu'il sait dans quelle direction aller, il doit faire un plan, le fameux business plan, et décider des changements qui vont permettre d'éviter le ravin. Comment est-ce que tu arrives à convaincre sur ces changements-là si justement il n'y a pas d'impact dans tes chiffres actuellement, mais que du coup c'est une vision sur le futur? Quels sont tes points sur lesquels tu te poses pour convaincre? Bah, la réalité, c'est que c'est parfois dur parce que ouais, je trouve qu'une des grandes qualités d'un leader, c'est d'être courageux et donc de dire les choses telles qu'elles sont, et d'avoir justement suffisamment de respect et d'estime pour ses collaborateurs pour leur dire la vérité et penser qu'ils sont prêts à l'entendre. Mmh. Et souvent, ce genre de transformations sont pas des transformations joyeuses parce que si c'est une super bonne nouvelle et que c'est pas un ravin, mais que c'est un super circuit de Formule 1, on n'a pas besoin de se préparer. On a surtout besoin de se préparer à éviter le ravin. Donc, quand on sait qu'il y a une crise qui arrive, je pense qu'il faut vraiment le partager aux équipes. Et comme c'est pas tout prêt, c'est vrai que c'est dur d'embarquer les gens et de leur montrer qu'à l'avenir, il peut y avoir une conséquence, qui en plus n'est qu'une probabilité puisqu'elle n'est pas certaine, Mmh. et que le prix à payer, il est tout de suite maintenant, et qui peut avoir des conséquences sur eux en tant qu'individus. Et là, ils le voient beaucoup plus d'un point de vue individuel, ce qui est normal. On pense tous comme ça, se dire mais attends, c'est à dire que moi je vais devoir travailler plus, c'est à dire que je vais devoir travailler différemment, c'est à dire que je vais peut-être devoir perdre mon job pour une probabilité future qui va peut-être sauver tout le reste de l'entreprise, mais est-ce que moi j'ai envie d'en payer le prix individuellement? La logique, c'est que n'importe quel individu va dire non, on n'a pas ce sens du sacrifice. Donc c'est normal que ça soit une période difficile et c'est normal que ça soit dur de convaincre les gens. Encore une fois, le but c'est de convaincre le collectif. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas convaincre tout le monde, sauf si tout le monde finit par se dire c'est comme ça qu'on va tous réussir à se sauver. Et là, c'est la meilleure transformation. Mmh. Mais il est rare que ça soit aussi joyeux que le cas où tout le monde se dit ah youpi, elle a trouvé une super idée qui va sauver la boîte et on y va tous et on se donne tous à fond sans traîner des pieds. C'est rare. On aimerait bien. C'est hyper naturel, mais si chacun dit les choses et se met aussi dans la posture qui est la sienne, encore une fois, c'est un truc que j'entends assez rarement, mais je trouve vraiment que le leader doit se mettre au niveau du collectif pour aussi désémotionnaliser les choses. Je suis pas là pour punir, je suis pas là pour être gentil ou pour être méchant, je suis là pour en fait protéger ce collectif. Et donc si vous me demandez de raisonner à l'échelle de l'individu, vous me mettez dans une situation qui n'est pas dans une posture qui n'est pas celle que je dois avoir. Et j'entends dans ce que tu partages que tu te mets aussi dans une posture qui sauve le collectif. Et qui sauve le collectif, mais qui peut se faire parfois au détriment d'un ou deux individus. Pas de tous, parce que sinon le collectif, c'est la symbiose de ces individus. Mais parfois, il faut savoir tristement accepter qu'il y ait un ou deux individus qui a à payer le prix du collectif. Et encore une fois, heureusement, c'est très rare. C'est pas et je le dis assez froidement parce qu'encore une fois, on doit avoir un cap en tant que leader. Et qu'encore une fois, qu'attend-on de moi, c'est de sauver le collectif. Donc moi, je dois me mettre dans cette posture. Ça veut pas dire qu'on va le faire à n'importe quel prix. Ça veut dire qu'on va pas accompagner les individus qui sont heurtés. Mais ça veut dire que pour prendre la décision, je dois penser au collectif. Ensuite, je gérerai de la meilleure manière l'individuel. J'allais te dire justement comment est-ce que tu gères derrière. Donc en effet, il y a des transformations, il y a des changements. D'ailleurs, même au-delà des transformations, il y a des moments où il y a besoin de gérer ce genre de choses en tant que leader. Comment est-ce que tu le gères toi cette partie-là de justement devoir laisser partir quelqu'un. Peut-être qu'il y a d'autres choses difficiles que tu as eu à faire pour le collectif. Comment est-ce que tu le gères toi? Alors, je dois dire, j'ai eu cette chance de ne jamais avoir à en arriver là, c'est-à-dire jamais avoir séparé de quelqu'un pour des raisons économiques. Ok. Me séparer de quelqu'un pour des raisons où je considère que la personne n'était pas la bonne personne au bon poste. Ça, oui, évidemment, ça fait partie du boulot, mais pas pour des raisons de collectif, justement. Ok.
de me dire faut que je sauve quelque chose d'entreprise. En revanche, constamment, comme tu le dis, en tant que manager et en tant que leader, tu passes du collectif à l'individuel. Et le quotidien, c'est individuel. La stratégie est collective, le quotidien et l'opérationnel est individuel. Donc, c'est de passer du temps avec les gens. Moi, je suis plutôt une timide de nature, donc je me sens beaucoup plus à l'aise dans le rapport one-to-one, individuel avec la personne que dans un groupe. D'accord. J'aime moins être dans des grands discours et ce genre de choses. Je préfère être dans la relation individuelle d'un café, partager avec quelqu'un pour pouvoir parler des différents sujets. Et c'est là où on passe le temps sur l'individu pour essayer de l'accompagner, pour essayer de le guider, pour essayer de l'aider à comprendre que, en effet, peut-être que la décision de transformation peut avoir un impact sur elle, mais que c'est la bonne chose pour l'entreprise et que on va essayer de faire en sorte que ça soit une opportunité pour cette personne aussi. Parce que la vie, c'est quand même chaque décision peut être vue le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Parfois, un changement de poste pour une personne qui peut au départ lui faire dire mais attends, moi je voulais pas changer de poste, je voulais pas que tu me sortes de là où j'étais parce que c'est ça que j'aimais faire, mais peut-être finalement que ce serait une très belle opportunité pour cette personne. Donc à nous de faire en sorte de créer les circonstances qui permettent qu'en fait finalement ce changement qui au départ était perçu comme un changement négatif pour l'individu en devienne un positif. Ça parfois ça marche pas, mais le but c'est au moins de faire le travail jusqu'au bout et comme on le disait au début de notre entretien, de donner le meilleur de soi-même et de se dire j'aurais fait ce qu'il y a de mieux pour la personne. Si les circonstances ne me permettent pas de faire mieux, évidemment que ça me fait de la peine et que je suis désolée, mais je peux pas malheureusement porter la responsabilité d'un monde qui change. Si mon entreprise doit fermer, c'est de ma faute, mais il y a un moment quand j'ai fait le mieux de ce que je pouvais faire, je ne peux pas aller plus loin. Donc il y a un moment, il faut savoir arrêter et savoir où sont ses responsabilités. Ça me permet de rebondir sur la notion de prise de décision. Il y a quand tu dis faire pour le collectif, etc., il y a une notion de prendre des décisions. J'imagine qu'il y en a certaines qui sont plus faciles que d'autres. Est-ce que tu as un mécanisme, un système ou des critères que tu prends en compte pour prendre tes décisions? Encore une fois, cette philosophie, ce prisme du collectif m'aide beaucoup. Ouais. Okay. En fait, ça permet de poser le problème. Déjà, la première manière de prendre une décision, c'est de poser le problème. Ok. Et donc cette manière, déjà, cet exercice de bien poser le problème en comprenant les enjeux et encore une fois en se rappelant la raison pour laquelle on est là, quelle est nous notre mission en tant que manager ou en tant que leader. Est-ce que c'est d'emmener l'entreprise dans tel sens ou dans tel sens? Est-ce que on a pourquoi est-ce que j'ai été recrutée? Pourquoi en fait je suis là et pourquoi l'entreprise me paye? Se rappeler de ça et croiser les deux. Donc déjà, ça permet de poser le problème. Une fois qu'on a posé le problème, est-ce que la réponse vient facilement ou pas? Bah souvent, c'est pas aussi simple que ça. Donc on tergiverse, on mesure le pour et le contre. Et parfois, certains restent coincés à cette étape pendant des semaines et des semaines. Moi, j'essaie de prendre mes décisions assez rapidement. Parce que je trouve que l'immobilisme a souvent plus d'inconvénients que le fait de prendre une décision. D'accord. Encore une fois, sans caricature, hein, parfois il faut prendre le temps et le temps permet parfois de résoudre tout seul des situations. Oui. Mais le fait d'attendre en disant je sais pas donc je ne prends pas de décision alors qu'il faut en prendre une, je pense qu'il y a un moment il faut savoir se jeter à l'eau et prendre une décision. Et quand je sens que c'est le moment de prendre une décision et que la réponse ne me vient pas, j'ai plusieurs astuces. Dormir. Je trouve qu'une bonne sommeil, ça permet de trouver beaucoup de solutions. Okay. Beaucoup de décisions importantes que je m'interdis de prendre le soir et je me dis tu enverras le mail ou tu passeras le coup de fil ou tu te confirmeras à toi-même que tu as pris la décision demain matin, même si tu as une idée de ce que tu as envie de faire ce soir, tu attends demain matin. La solution, c'est d'aller faire un footing ou d'aller marcher, même si on n'est pas sportif, juste d'aller marcher 1 heure. Et de couper le processus mental de réflexion en fait en faisant une activité. Exactement. Alors après, ça continue totalement à tourner, mais pas du tout de la même manière que assis à une table devant un ordinateur. Et je trouve justement ça permet de prendre ce recul qui attend fondamentalement quelle est ma mission, pourquoi suis-je là et quelle décision compte tenu de ça et compte tenu du contexte je dois prendre. Ça permet justement de prendre du recul parce que quand on est né dans son ordinateur, on prend plus le recul, on prend des décisions très trop contextuelles, trop le nez dans le guidon. Et je pense que encore une fois, le but d'un leader, c'est de savoir prendre ce recul. Et dernière circonstance, quand c'est vraiment des sujets très complexes, avec beaucoup de parties prenantes, je pense que parfois, c'est très bien d'aller s'enfermer au vert alors évidemment, c'est un luxe, mais de se dire, voilà, pendant 2 jours, je pars quelque part, je me trouve un Airbnb, je me trouve une cabane dans les bois, c'est un endroit où je suis seule. Et je pense que la solitude dans ces moments-là est importante et qu'en 2 jours seul dans la nature,
prendre des décisions d'une importance avec une clairvoyance dingue. Et je sais qu'à chaque moment vraiment important de ma vie où j'ai eu besoin de prendre du recul, 2-3 jours seule à la campagne, moi j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est hyper apaisant pour prendre des décisions. Mhm. Et encore une fois, de se recentrer sur les choses vraiment essentielles et pas penser à tout le bruit autour qui en fait peut te déconcentrer de la véritable substantifique moelle de ta décision. C'est 3 conseils assez pratiques. C'est très concret en fait. C'est vraiment dans le mouvement. C'est pas un modèle. Je prends telle partie. C'est vraiment concret. Et je pense que ça va en aider plus d'un et plus d'une de nos auditeurs. J'ai une dernière question avant que je te pose la dernière question. J'aimerais savoir quel a été je sais pas, peut-être des préjugés que tu aurais pu avoir ou des idées, des choses que tu avais, des appréhensions peut-être que tu as eues en étant jeune et en prenant le poste à L'Oréal. En étant si jeune, en prenant ce poste-là, est-ce qu'il y avait déjà des choses dans ta tête où tu avais voilà, des idées préconçues sur ce que tu pourrais faire, sur ce que tu allais recevoir, sur la manière dont tu allais gérer les choses? Franchement, j'avais pas beaucoup de préjugés. Évidemment que je savais surtout pas du tout à quoi m'attendre. Je pense qu'au-delà de l'âge, ce qui me gênait n'était pas mon âge en soi, c'était principalement le fait que je n'avais pas les compétences pour prendre le job. Et je me souviens Mmh. d'une discussion avec le directeur général du groupe, à cette époque-là, qui m'avait dit: «Marie, quand on prend un poste, il faut jamais changer trop de critères à la fois. C'est-à-dire que si tu changes de mission, il faut pas que tu changes d'équipe, d'équipe de marque. Par exemple, tu es dans une marque, tu es en charge du digital dans une marque. Si tu veux passer au marketing, reste dans la même marque. Au moins, tu connais la marque. Ou si tu changes de marque, change pas de secteur. Donc, tu restes dans le digital.» Et le troisième paramètre, donc il avait dit soit le type de job, soit l'univers du job, soit la géographie du job. Et là, quand que je quitte Rituel, qui est donc ma société, ma start-up scale-up, pour aller chez L'Oréal, je change absolument tous les critères. Donc, je fais absolument le contraire de ce qu'il m'a dit qu'il fallait faire. Euh, on va dire fomenté par lui, puisque c'est lui qui me propose le job, donc il sait très bien ce qu'il fait aussi. Et justement, donc je pars d'un job de start-up pour aller dans un grand groupe, dans un job très corporate, donc vraiment dans l'influence et donc dans une forme de politique, sans aucune nuance négative au mot politique, mais dans un job d'influence et où on est peu opérationnel, on est là pour faire en sorte que les gens fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent. Donc c'est pas du tout le type de soft skills qu'on attend d'un entrepreneur. Un entrepreneur, il est là quand même pour décider, pour avancer et pour faire beaucoup lui-même, surtout dans une start-up. Méthode différente et univers différent. Dans un job digital, et certes, Treatwell, c'est une entreprise dans le digital, mais très intellectuel par rapport à ce que je faisais chez Treatwell. Chez Treatwell, j'étais les mains dans le cambouis opérationnel. Là, c'était de faire une stratégie digitale et de donner des grandes guidelines. C'est beaucoup plus intellectuel qu'opérationnel, donc c'est pas du tout la même manière de faire du digital. Et dans un contexte international très axé sur la Chine et les États-Unis, quand jusqu'à présent, Treatwell était une entreprise 100% européenne. Et j'étais donc moi restée dans un univers très européen. Donc ma peur, c'était plus de me dire, en fait, j'ai totalement le syndrome de l'imposteur, en me disant, pourquoi est-ce qu'on m'a recruté dans ce job-là alors que je vois ce que je peux apporter du côté digital, en effet, vision entrepreneuriale et start-upeuse, qui peut faire du bien à un groupe comme L'Oréal. Mais tout le reste, comment je vais faire pour me mettre à la page? Et je me souviens du premier jour où je suis arrivée, directement on t'embarque dans des réunions parce que tu succèdes à ton prédécesseur et donc il faut que les réunions qui ont déjà été fixées, tu y ailles. Et je me souviens du premier jour, je dirais réunion de l'après-midi, donc pas la première, mais pas loin. Je m'assois à la table de réunion et on me demande ce que je pense de la stratégie sur Tmall et sur WeChat. Et ça peut me sembler aberrant, mais je ne savais même pas ce qu'était Tmall et WeChat à l'époque. Et qu'en Europe, on en parlait quand même un tout petit peu moins à l'époque aujourd'hui. Et je pense que maintenant, tout le monde sait ce qu'est Tmall et WeChat, mais il y a maintenant 7 ans, c'était quand même un tout petit peu moins connu. Et je dois dire que j'en avais aucune idée, je savais pas comment ça fonctionnait. Et ce moment où dans ma tête, je me suis dit, oh là, est-ce que je dis que je sais pas ce que c'est? Ou est-ce que je dis, attends, il me faut un peu de temps? Et c'était un moment terrible où je me suis dit, oula, je crois qu'on s'est vraiment tous trompés, je suis pas du tout la bonne personne. Et c'est lié à l'âge et au manque d'expérience. Mais c'est surtout lié en fait au fait de pas connaître le secteur. Oui. Le secteur et encore une fois les soft skills qu'on en attend.
Oui, parce qu'en vrai, tu aurais pu avoir ce même manque d'informations plus âgé, finalement. C'est ce que tu dis. L'âge, il est en quelque sorte un peu présent, mais finalement, c'est pas du tout le plus grand critère dans ce que tu nous racontes. Tout à fait. Ensuite, ça n'empêchera pas les gens de te faire des remarques et c'est vrai qu'au début, il est vrai que j'avais pas d'a priori là-dessus, mais justement, ça m'a surpris, c'est que beaucoup de personnes ont pu me faire la remarque. Je pense de Sur manière l'âge? sur l'âge, mais je pense que c'était vraiment pas malveillant du tout. Mais ça m'est arrivé au début que dans certaines réunions, on me dit: «Ah, c'est dingue, tu as été nommée à ce poste-là, ah, tu as l'âge de ma fille» et je me disais: «Mais c'est marrant, si je rentrais en réunion et que je disais à quelqu'un: "Ah, tu as l'âge de ma mère", ça serait Mmh. malvenu». Mais Oui, c'est vrai. je pense sincèrement que c'était pas malveillant, c'est juste qu'en fait, c'était surprenant en effet qu'une femme de 28 ans, prenne un job comme celui-ci, dans une organisation où elle n'avait jamais mis les pieds avant. Et donc ça a surpris les gens et ils le disaient et je trouve ça me surprenait à l'époque aussi en me disant: «Bah tiens, c'est pas est-ce que c'est sympa ou pas?» Je dois dire qu'au début, ça me vexait un peu de me dire: «Tiens, pourquoi ils me disent toujours, que j'ai l'âge de leur fille? C'est sympa, mais moi je me permets pas de dire la même chose sur le fait qu'elles ont l'âge de ma mère, donc c'est pourquoi?» Et en fait, vraiment avec du recul, je pense que c'était vraiment pas malveillant, c'était des phrases naturelles et que finalement, le vrai sujet et le vrai a priori sur lequel je me suis concentrée et j'ai bien fait de le faire, c'était de vite me former pour vite apprendre des compétences, à la fois en soft skills et en compétences techniques et expertise, qui m'ont permis d'être au niveau et que quelques mois après, je dirais 6 mois après ma prise de poste, la plupart de mes pairs et de mes équipes disent: «Ah c'est bon, on a compris maintenant ce qu'elle nous apporte». Ça nous permet de rebondir sur, finalement tout ton parcours, hein. À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, tu apportes un truc en plus, qui est par contre, ce que je retiens de notre échange, c'est qu'il y a une partie, on le voit pas forcément tout de suite, le pourquoi telle personne a été mise dans tel poste, que le temps nous permet aussi de se rendre compte, plus on côtoie, plus on échange avec ces personnes-là, et que la décision est rarement prise à la légère, en fait. Tout à fait et je pense que faire un bon recrutement, il y a pas de bonne recette. C'est-à-dire vraiment la personne qui m'expliquera qu'elle sait parfaitement comment recruter la bonne personne au bon poste et que ça marche à tous les coups, j'aurais du mal à le croire. Il y a un recrutement qui a eu lieu récemment pour rebondir sur l'actualité, qui est le recrutement du patron de Renault, de l'ex-patron de Renault maintenant, pour devenir directeur général de Kering, qui a beaucoup surpris, les gens et je trouve qu'il a plutôt eu des bons relais dans la presse et je trouve ça génial parce que fondamentalement, évidemment qu'il connaît pas le secteur et c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans l'automobile. Passer dans le monde du luxe, de la fashion, c'est quand même un sacré pas. Mais je trouve ça justement très bien de se dire en fait, c'est son œil nouveau, sa capacité à transformer, sa capacité à l'idée. On recrute cette personne-là et c'est pas juste un carré qu'on essaye de mettre un carré parce qu'il rentre bien dans la case. Et ça, je trouve ça vraiment formidable et je pense que c'est quelque chose où moi, j'ai toujours eu la chance, grâce à des personnes formidables, de me retrouver dans cette situation, qui m'ont fait confiance et j'en profite pour les remercier parce que vraiment, ça a changé le cours de ma carrière. Mais parce qu'elles m'ont fait cette confiance-là, mais c'est encore trop rare. Et très souvent, les gens vont dire: «Bah oui, mais cette personne-là, elle a pas coché toutes les cases que je veux dans son CV». Oui, mais est-ce qu'elle a fondamentalement les soft skills et ce que tu attends d'elle pour être en mesure de le faire? Et dans ce cas-là, tu as intérêt à le faire et à faire en sorte qu'elle soit acceptée aussi bien que possible par ses équipes pour que ça fonctionne et c'est ce que le fondateur de Cosfibel a fait. On en a déjà parlé, mais c'est grâce à cette à la fois à la vision qu'il a eue et au fait de la vendre et de convaincre les équipes que c'était la bonne chose, qui fait que c'est un succès. Oui, c'est un tout. C'est un tout. Je termine avec les 2 dernières questions, Marie, et j'aimerais pouvoir parler avec toi encore, des heures. Quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Ouh, c'est une bonne question. Le premier qui me vient là intuitivement, le mot qui me vient, c'est «fais attention», mais en même temps, c'est bien de faire attention. Mais je trouve que déjà un tempérament entrepreneurial et je pense que moi ce virus entrepreneurial, il est ancré en moi donc il c'est je trouve qu'on est assez rare à l'avoir. Pour avoir ce virus entrepreneurial, il faut quand même ne pas avoir trop peur. Il faut avoir confiance dans la vie, il faut avoir confiance dans ses capacités, il faut avoir confiance dans le fait qu'on va s'en sortir, qu'on va peut-être tomber, mais qu'on va se relever si on tombe. Et beaucoup de personnes n'ont pas cette foi dans la vie ou se laissent pas le droit de l'avoir. Je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs. Ils ont peur de l'avoir, ils ont peur de se faire confiance ou de faire confiance dans la magie de la vie. Et donc souvent ils vont, quand tu leur expliques que tu vas faire ça, ils te regardent un peu l'air étonné en disant mais t'as pensé à ça et t'as pensé à ça, mais fais attention quand même, tu pourrais tout perdre, fais attention. Et ça, je trouve que
c'est un bon conseil parce que moi, j'ai besoin justement qu'on me tape sur l'épaule en me disant, t'es sûr que t'as tout regardé et que t'es justement pas trop à fond et que c'est bien que j'ai des gens autour de moi qui me le fassent, mais ça peut être un conseil qui empêche d'avancer. Pour quelqu'un comme moi, ça marche pas très bien parce que c'est dur de m'empêcher d'avancer, mais je pense à tous les gens qui voudraient écouter cette flamme et qui sont empêchés par leurs proches qui leur disent, attention, tu pourrais échouer. Mais en fait, c'est pas grave, on échoue tous. Souvent dans les podcasts ou les interviews, la question revient souvent de dire quel est votre échec, le pire échec de votre vie. Et moi, souvent, je me pose la question et je me dis, c'est dingue. J'en ai eu plein des échecs, plein, des importants, des moins importants. Mais en fait, j'en retiens pas beaucoup. Je les dépasse vite, je rebondis, je les oublie, je les corrige. Et en fait, c'est pas grave. Combien de fois on est tombé quand on a appris à marcher? J'ai des jeunes enfants, je les vois passer leur journée à tomber en apprenant à marcher. Et jamais ils s'arrêtent là en disant bah, je suis tombé, je n'arrive pas, j'arrête, je marcherai. Pourquoi est-ce qu'on s'autorise pas à faire la même chose quand on est adulte? Donc, je pense que ça, c'est un des pires conseils qu'on puisse recevoir quand on a envie justement d'écouter cette flamme en soi. C'est le fais attention, il pourrait t'arriver malheur. De pas te faire confiance, en fait. Bah, de se faire, je trouve qu'il faut le bon conseil en retour, c'est fais-toi confiance et si tu penses que c'est la bonne chose et si tu as pesé le pour et le contre, vas-y fonce. Et puis si tu rates, c'est pas grave. Tu te relèveras. Et puis si tu rates sur cette fois-ci, en fait, c'est peut-être la suivante. Ou peut-être que c'était pas la bonne, mais c'est pas grave, tu auras appris des choses. Donc en fait, il faut vraiment le prendre comme une étape de vie et comme une étape qui, quoi qu'elle en soit, sera positive. Quand je pense à tous les moments difficiles de ma vie où j'ai eu envie de laisser tomber, et je t'assure qu'il y en a eu plein, quand on crée son entreprise jeune, et encore une fois, je dis jeune là, pas pour il y a le manque de compétences, mais il y a le fait qu'on sait pas ce qu'on vaut, on sait pas ce qu'on peut faire, il nous manque beaucoup, beaucoup de cartes. Combien de fois j'ai eu envie de laisser tomber et de me dire, en fait, je suis peut-être pas capable. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, heureusement que j'ai tenu bon. Et même si ça n'avait pas fonctionné, ça aurait été une expérience tellement enrichissante qu'elle valait vraiment la peine d'être vécue. Et du coup, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? J'essaie de mettre le mot dessus. Je pense que ce conseil-là, c'est mon mari qui me l'a donné. Et je saurais pas utiliser ces mots, mais c'est vraiment un mélange de aime la vie, fais confiance à la vie. C'est quelqu'un d'extrêmement positif. Le monde entier peut s'écrouler, qui croira encore qu'il y a une lueur d'espoir. Et alors c'est un peu trop chez lui, hein. Je veux dire, lui, il aurait besoin qu'on lui dise fais attention. C'est comme quoi, il faut vraiment aussi ajuster en fonction des personnalités qu'on a en face de soi. Mais en revanche, pour toutes les personnes qui doutent, qui ont peur, qui ont mal, parce que dans la vie, parfois on a des sacrées épreuves qui se mettent sur le bord de la route, et je trouve que la vie est parfois d'une telle difficulté, mais de toujours croire qu'en fait, il y a tant qu'il y a de la vie, il y a vraiment toujours de l'espoir, et il y a toujours justement cette once de vie qui est magique, et on aura largement le temps de pleurer une fois qu'on sera plus là. Donc tant qu'on est là, profitons de tout ce que la vie peut nous donner, et je trouve que ça c'est une belle leçon de vie qui fait que même quand il y a des difficultés, ça me permet en tout cas de les prendre avec beaucoup plus de recul et beaucoup moins de stress, et je dois dire ça m'a enlevé un poids des épaules de me dire qu'en fait on rebondit toujours quoi qu'il nous arrive. Magnifique, merveilleux conseil aussi pour changer la perspective qu'on nous donne du monde. Quand tu me dis tout ça, je pense aux informations, je pense à voilà tous ces contenus très anxiogènes qui vont à l'encontre de ce que tu nous partages. Et quand on arrive à modifier cette perception-là, ça nous aide aussi à se rendre compte que le monde n'est pas que ce qu'on essaye de nous montrer parfois et pas que anxiogène, mais qu'il y a aussi des belles choses et plein de belles opportunités et plein d'apprentissages et qu'il y a plein de choses riches. Bien sûr. Mais alors j'aimerais mettre un tout petit peu de nuance parce qu'évidemment que c'est facile de dire ça quand on n'est pas sous les bombes et qu'on meurt pas. Mais je trouve déjà que d'une part les gens qui se retrouvent dans ces situations à qui j'ai pu parler, alors je parle pas tous les jours des gens sous les bombes, on s'entend, mais tous les gens que j'ai pu connaître qui ont vécu des choses absolument dramatiques dans leur vie sont souvent des gens très heureux, très optimistes, ils croient justement dans la vie s'ils s'en sont sortis, et surtout ils savent que en fait tant qu'on n'y est pas justement, on n'a pas le droit d'être malheureux, on doit pas se forcer parce que je déteste ces injonctions de ce type-là, et on fait comme on peut en fait, on donne le meilleur de soi-même aussi dans la capacité. Oui, c'est ça, on rebondit. Mais en tout cas, pour moi c'est une philosophie quotidienne de me dire en fait je n'ai pas le droit d'être malheureuse. Alors évidemment que par moments ça va pas, mais la chance que nous avons et surtout la capacité que nous avons à changer le monde, au lieu de regarder l'information et de se dire c'est terrible ce qui se passe. Moi, ma première question, c'est comment à mon échelle, même si elle est petite, je peux faire en sorte de changer les choses. Et c'est tout petit, mais en tant que chef d'entreprise, en fait, j'ai ma capacité à rendre les gens heureux ou malheureux dans mon entreprise, mes clients plus ou moins heureux, mes fournisseurs plus ou moins heureux. Et déjà, si moi, j'arrive à recréer du lien social et du bonheur autour de moi par l'énergie que je leur transmets,
bah déjà, j'aurais fait mon petit bout de chemin et petit à petit, je vais en faire un tout petit peu plus. Je vais essayer de transmettre à d'autres et finalement, si on faisait tout ça, le monde serait certainement plus joli. Donc, avant de me morfondre, je pense à moi, ce que je peux apporter et essayer de le faire même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie de se dire, bah, si moi, je peux apporter un peu de peps au quotidien des gens, je suis contente de le faire. Et la boucle est bouclée avec la notion de leadership que j'ai partagée au début. Voilà, c'est parfait, tu vois, tout était travaillé. C'était pas fait exprès, on l'a pas travaillé. Merci infiniment, Marie. Bah, merci à toi, Margot. Ça a été un plaisir d'avoir cette discussion avec toi. De même, c'est un grand plaisir pour ceux qui nous écoutent. On se retrouve dans 2 semaines. Merci encore pour tous tes retours, pour tous tes conseils. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont les utiliser. Merci infiniment. À très bientôt, Margot. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheRow. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.